À la une ce soir, opération escargot entre Trinité et le Lamentin. Les ouvriers de l'usine du Galion mobilisés pour manifester leurs inquiétudes. Aucune solution n'est avancée pour le moment pour la chaudière ils craignent pour l'avenir de leur emploi. Le dialogue impossible au parc naturel de Martinique entre le président et le personnel gréviste. Une réunion dite d'ouverture programmée ce matin s'est soldée par un nouvel échec. Coopération régionale au centre hospitalier universitaire de Martinique, une délégation de médecins cubains a visité ce matin des services liés à la prise en charge du diabète en vue de projets communs. Et puis il sera question de tourisme cette année. La commune des Trois-Îlets attend de nombreux bateaux de croisière. Ce matin, la municipalité a réuni les forces vives du secteur pour préparer l'accueil des touristes. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On commence donc avec ces images de ralentissement routier entre Trinité et le Lamentin, conséquence d'une opération escargot menée par les ouvriers de l'usine du Galion. Vous le savez, la chaudière, principal outil de production, est fragile. À quelques mois du début de la campagne sucrière, cela suscite beaucoup d'inquiétudes du côté des membres de la filière. Écoutez ces réactions recueillies ce matin par Anaïs Gall. Pour sensibiliser les Martiniquais en fonction de nos élus, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas nous donner une réponse par rapport à la chaudière. C'est-à-dire que cette chaudière-là, on peut le réparer, mais ça coûte extrêmement cher. Et la CTM, je ne pense pas qu'ils ont cet argent-là pour réparer cette chaudière. Ce qu'on demande, c'est l'accouplement avec Albioma. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui que tout le monde prenne conscience de ça. Il faut que tout le monde prenne conscience pour qu'on puisse démarrer la campagne 2018. Si on ne fait pas ce branchement-là, on ne peut pas démarrer la campagne. Les réponses qu'on a, c'est qu'on veut fermer l'usine. Ça veut dire qu'on peut pas réparer une chaudière dans 2 mois pour que la récolte puisse démarrer. Ça veut dire qu'on a un sérieux problème. On est obligé de faire la population martiniquaise prendre part un petit peu de nos problèmes. Social toujours avec cette nouvelle tentative de dialogue au parc naturel de Martinique. Une partie des salariés, les élus de l'opposition, mettent en cause les méthodes de direction du président. Ce matin, une réunion dite d'ouverture a tourné au fiasco. Explication, Sandrine Claude. Vu que rien n'a été respecté, nous nous levons et nous partons. Donc voilà ce qui s'est passé. Si la rencontre était très attendue, elle aura tourné court. Seules quelques minutes d'échange et une ambiance devenue très vite électrique. Élus et personnel grévistes choisissent de se retirer. Quand nous sommes arrivés à l'entrée, nous avons été surpris de voir qu'il y a un barrage filtrant. Ça fait la 3e fois que cela arrive en Martinique. Ensuite, une partie du personnel avait le droit d'entrer, une autre partie n'avait pas le droit d'entrer. C'est-à-dire les non-grévistes pouvaient entrer, les grévistes n'avaient pas le droit d'entrer. N'ayant pas respecté justement les délais de convocation, eh bien, beaucoup d'élus ont été absents. Donc ce qui fait que nous nous sommes levés, nous sommes partis. Parce que là encore, c'est une preuve de non-respect au niveau des élus et c'est une preuve également d'esprit de division. Durant cette réunion, Louis Boutrin a abordé les raisons qui l'ont mené à licencier le directeur général du parc. Des propos qui n'auront pas réussi à convaincre les élus qui restent sur leur position. En réalité, c'était une session pour faire le procès d'un homme. Et je crois savoir que quand il y a procès, il y a au moins 2 personnes. Et là, nous n'avons eu qu'une version des faits, celle du président. Nous sommes partis, mais ça ne veut pas dire que tout est terminé puisque nous allons nous retrouver au début de la semaine pour préparer la suite des événements. Le président du parc présente quant à lui une toute autre version des faits. Vous avez vu l'opposition PPM, PMM quitter la salle, mais l'ensemble des élus, y compris des signataires de la première heure, sont restés dans la salle. Louis Boutrin estime que le conflit dépasse le point de discorde d'origine et parle de reprise politique. Il a été licencié sur des bases tout à fait légales. Cependant, il a tout à fait le droit de contester cette décision et de faire un recours auprès des tribunaux, auprès des instances compétentes. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il ne saisit pas les tribunaux. Par contre, il y a une agitation syndicale et politique pour défendre sa cause et il y a un blocage. Ce blocage a coûté à la collectivité 430 000 € de salaire pour un travail qui n'a pas été effectué. Le personnel en grève entend renforcer sa mobilisation dans les jours à venir. Une situation qui ne peut plus durer pour Louis Boutrin, qui appelle à la levée des barrages. Pour l'heure, le conflit s'enlise, la sortie de crise semble encore bien loin.
On poursuit avec cette problématique au centre hospitalier universitaire de la Martinique, se tourner vers la Caraïbe et notamment l'international pour retrouver une santé financière, l'ouverture à l'international avec le nouveau plateau technique à la pointe de la technologie. L'hôpital séduit ses voisins caribéens, illustration avec ses médecins cubains qui se sont présentés ce matin au service de diabétologie. Alizé Lutran, Guy Raphaël René. 30 à 40 000 personnes sont aujourd'hui touchées par le diabète en Martinique. Une maladie répandue dans tout l'arc antillais. 8% de la population touchée, c'est 2 fois plus que dans le reste de l'Europe. Pour les médecins du CHU, la visite des experts cubains est l'occasion d'amorcer une mutualisation des savoirs. L'idée en première intention, c'est d'échanger nos processus de prise en charge sur le diabète et particulièrement intéressé sur la pathologie vasculaire, la prise en charge de l'artérite oblitérante des membres inférieurs et de toute la pathologie infectieuse et des plaies qui sont induites par le diabète. Si la qualité de nos outils de prise en charge du diabète est reconnue dans tout le bassin caribéen, les professionnels de santé cubains, eux, possèdent une arme que nous n'avons pas encore, un médicament sous forme d'injection qui permettrait d'éviter ou de retarder des amputations aux patients dans les formes graves de la maladie. Es facteur de crecimiento. Et ça fait un facteur de croissance, recombinante humano, de recomposition humaine, qui acelera, qui va accélérer y potencializa, il va potentialiser la cicatrisation, y disminuye, il va diminuer el riesgo relativo de amputación. Justement le risque d'amputer un membre. Mais le produit n'est pas encore homologué en France. Les spécialistes s'orientent pour l'heure vers d'autres protocoles de soins. Nous avons l'intention de mettre en place un réseau de prise en charge des plaies et cicatrisation du diabète qui a, par la télémédecine particulièrement, cette idée est en train d'être mise en place au CHU de la Martinique et nous pensons ouvrir ce processus à l'ensemble de nos voisins caribéens, c'est-à-dire déjà à la Guadeloupe et Saint-Martin, mais nous allons discuter avec nos collègues cubains pour voir dans quelle mesure ce système pourra être étendu. Chaque année, le diabète touche toujours plus de personnes en Martinique. Les solutions évoquées aujourd'hui devraient permettre à terme de faire reculer le fléau. Et quelques heures plus tôt, l'Assemblée générale du Centre hospitalier universitaire de Martinique, dans un contexte de crise financière, je vous le disais, après l'annonce de la mise sous administration provisoire d'ici le 1er décembre, le comité CHUM Douvant a réuni le personnel pour faire le point sur les difficultés rencontrées par l'établissement. On écoute le président du comité au micro d'Alice Lutran et de Guy Raphaël René. Le CHU est dans une situation de faillite aujourd'hui. Il cumule une dette qui est évaluée aux environs de 350 millions d'euros. Il y a une partie qui a été évaluée en termes de sureffectif et une partie qui est liée à une dette cumulée de surcoûts qui sont générés chaque jour que l'hôpital ouvre. Il génère un surcoût qui est de l'ordre de 270 000 € à peu près par jour. Les soins qui sont prodigués en Martinique coûtent plus cher et nécessitent donc d'être surévalués. Mais cette surévaluation est insuffisante et ne permet pas de compenser ce déficit. Des matériels qui ne sont pas remplacés, des médicaments pour lesquels nous avons de plus en plus de mal à obtenir parce que les fournisseurs refusent de nous livrer puisqu'ils ne sont pas payés. La qualité et la sécurité des soins sont mis en danger parce que les conditions dans lesquelles nous accueillons aujourd'hui les patients sont de plus en plus difficiles. En bref, cette agression par arme à feu, un homme d'une 60aine d'années blessé par balle cet après-midi à proximité du lycée Petit Manoir au Lamentin. Il aurait été victime d'un vol de scooter par 2 individus armés. Une enquête a été ouverte et puis 2 naufragés retrouvés sains et saufs dans le canal de Saint-Vincent. Opération de sauvetage réalisée hier soir par le Ventose, frégate de la Marine nationale. Les rescapés des plaisanciers qui ont coulé ont été retrouvés accrochés à leur glacière. Aux Trois-Îlets, c'est une bonne saison touristique qui s'annonce. La commune attend une 50aine de bateaux de croisière et se prépare à recevoir les touristes. Ce matin, le maire a réuni l'ensemble des professionnels du secteur. On écoute ces réactions recueillies par Alizé Lutran et Guy Raphaël René. Nous avons avec nos commerçants établi un plan sur l'ensemble de la commune qui indique
ces différentes infrastructures qui sont sur la commune, des installations, aussi bien poterie qu'autres villages créoles et autres, mais mis à part cela, mais aussi des activités nautiques et puis, bien sûr, de la signalétique, de la sécurité avec notre police municipale et le préfet et la gendarmerie, la gendarmerie sera aussi présente pour pouvoir donner ce sentiment de sécurité qui doit exister lorsque nous recevons nos hôtes. C'est vrai qu'on ne bénéficiait pas forcément de tous les bateaux de croisière qui mouillaient à Fort-de-France. C'était quand même un transport qui était compliqué jusqu'à la Pointe du Bout. Et là, c'est vraiment, la Pointe du Bout est vraiment servie directement par toutes ces compagnies. C'est une véritable opportunité, non seulement pour le village créole, mais aussi pour la Pointe du Bout. Ce sont quand même des bateaux de 300 personnes environ qui vont mouiller juste derrière moi. Donc c'est une véritable chance pour l'ensemble des commerçants, des restaurants. Il faut savoir aussi que c'est un véritable défi, puisque si vous voulez, les compagnies maritimes peuvent changer d'escale d'une année à l'autre. Ce n'est pas quelque chose de définitif, de garanti. Voilà, le tourisme, c'était l'un des secteurs présents ce matin à la 3e édition du job dating de la mission locale de Martinique, la mission locale du centre. Des jeunes entre 18 ans et 26 ans ont rencontré des employeurs avec pour objectif trouver un travail. Ambiance avec Anaïs Gall. J'attends juste de me faire connaître par les principaux partenaires en Martinique afin qu'ils voient mon CV, qu'ils apprennent à me connaître, que s'ils me proposent du travail, que je travaille, qu'ils voient que je suis un jeune homme sérieux avec un peu d'ambition. Je suis dans le secteur de la comptabilité et du commerce, donc j'aimerais trouver un poste. En agence d'intérim, nous sommes en perpétuel recrutement. On fait du recrutement tous les jours, c'est notre métier. Et effectivement, les job dating comme ça, qui sont bien organisés, bien cadrés, tels que l'a fait la mission locale aujourd'hui, et c'est ce qu'on vit, nous permettent de rencontrer en un laps de temps un maximum de candidats et qui répondent aux critères de sélection que nous recherchons. Nous mettons directement en contact le jeune qui a le profil qui correspond aux besoins de l'entreprise. Et c'est extraordinaire, ça facilite. Et le jeune qui n'est pas totalement prêt à passer l'entretien, il peut être entraîné parce que nous avons des simulations avec un espace simulation que nous avons appelé Job Training, où des employeurs font des simulations d'entretien d'embauche. Et celui qui physiquement n'est vraiment pas prêt, nous avons un autre espace au rez-de-chaussée que nous avons appelé Look for Job, où les jeunes, la présentation physique de ces jeunes est améliorée tant par le maquillage que la posture, etc. Restez avec nous à suivre dans votre journal les images d'une opération coup de poing menée en Guadeloupe par les forces de l'ordre. Ils étaient ce matin dans un quartier de Pointe-à-Pitre à la recherche de clandestins. Et puis il sera question de sport avec notamment le semi-marathon de Fort-de-France. Le parcours a été dévoilé ce matin. Il y a des nouveautés, nous en parlerons. Et puis votre JT des communes, les coulisses de la blanchisserie de l'ADAPI, une structure qui emploie en majorité des personnes en situation de handicap. Mais d'abord, je vous le disais, direction la Guadeloupe, une opération coup de poing des forces de l'ordre a été menée ce matin par une quarantaine de policiers et de gendarmes. Ils ont investi un quartier de Pointe-à-Pitre à la recherche de trafiquants en tout genre. Le reportage d'Yvon Lemar. Pour cette opération coup de poing, une cinquantaine d'hommes de la police et de la gendarmerie étaient mobilisés sur différentes missions pour un contrôle coordonné de la ville. Un point de situation avec plutôt des effectifs en bleu foncé, c'est-à-dire la compagnie d'intervention sur une mission plutôt de contrôle routier, d'ouverture de lutte contre la délinquance, ouverture des coffres, de la lutte contre les étrangers en situation irrégulière et
une mauvaise occupation de la voie publique, par exemple par des bus privés et le contrôle à l'intérieur de ces bus pour le transport d'étrangers en situation irrégulière. Une mission, un autre point de contrôle sur essentiellement des têtes de taxi pour éviter que les taxis clandestins ne s'interfèrent dans les colonnes de taxi avec licence. Voilà, 3 points de contrôle pour 3 missions différentes. Avec l'ouverture de la saison touristique, l'objectif de cette opération est de sécuriser le centre-ville de Pointe-à-Pitre. C'est important pour favoriser le développement touristique que la sécurité soit assurée. Alors cette sécurité elle est assurée par des opérations comme celle-ci, qui sont des opérations de contrôle, mais elle est assurée par la prévention. Et nous travaillons notamment avec la communauté d'agglomération Cap Excellence, qui met à disposition des médiateurs qui accompagnent les touristes qui arrivent par les bateaux de croisière. Du côté de la population, les avis sur ce genre d'opération sont mitigés. Pour avoir des policiers en Guadeloupe, c'est bien, hein, parce qu'il y a quelque chose qui se passe en Guadeloupe maintenant. Là. On n'est pas tranquille maintenant en Guadeloupe, on n'est pas tranquille du tout. Quand on a des enfants, on a un peu peur. C'est juste du matu vu et que nous, on sait vraiment leur travail. Qu'est-ce qu'ils font tous les jours? Aujourd'hui, là, on voit qu'ils sont beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le préfet. Il n'y aurait pas eu de préfet, on n'aurait jamais vu tout ça de police. Regardez combien de voitures, ils sont une dizaine de voitures. Ils sont au moins 40 policiers avec des gendarmes, la BAC, des commissaires, des capitaines. Pourquoi? Pour des contrôles de voitures. Parce qu'il y a le préfet aujourd'hui, alors que d'habitude ils sont à 2 voitures, une voiture de chaque côté et c'est fini, ils ne contrôlent même pas tout le monde. Je trouve que c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de violences, beaucoup d'agressions qui se font et il faudrait que ce soit plus régulier et un peu partout en Guadeloupe. Nous pensons que c'est normal, c'est juste que c'est nouveau, c'est pas tout le temps, mais voilà, on va faire ça tout le temps. Mais sinon, c'est une bonne chose de faire ça à Pointe-à-Pitre, vous en pensez? Oui, ça limiterait les braquages. C'est une bonne chose, oui. Selon les autorités, d'autres opérations de ce type se feront régulièrement en renfort des patrouilles quotidiennes. Retour chez nous, on va parler sport avec d'abord ce projet du comité régional olympique et sportif à la création d'un groupement d'employeurs, de professionnels de loisirs et du sport pour harmoniser le secteur. Les précisions du président du CROSMA au micro de Sandrine Claude. Ça consiste à pouvoir rassembler l'offre et la demande. Souvent dans le milieu associatif, nous sommes le milieu associatif le plus important de l'organisation, de l'économie sociale et solidaire. Nous représentons 14-15% de l'emploi, donc une certaine économie. Et par conséquent, il faut structurer tout ça. Le plus souvent, ce sont des besoins morcelés de quarts, de tiers d'emplois qu'il faut rassembler pour constituer, des emplois à temps plein. Et puis l'autre versant, donc très important, c'est l'accompagnement des dirigeants dans toutes les démocraties sociales, fiches de salaire, contrats de travail, et j'en passe. Nous pourrions aller aussi sur l'accompagnement concernant la stratégie, les projets de développement, mais aussi la communication. Bref, les dirigeants ont énormément besoin d'accompagnement, ils sont bénévoles, il faut des gens qui travaillent colossal sur le terrain. Par conséquent, cette structure d'accompagnement sera là pour les accompagner, pour les aider à mener à bien le management de l'association. Sport toujours avec le semi-marathon de Fort-de-France prévu le 26 novembre prochain. Ce matin, la compétition a été présentée. 2500 participants attendus pour la municipalité. L'événement permet également le rayonnement de la Martinique. Écoutez ces précisions recueillies ce matin par Anaïs Gall. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'en dehors de la performance sportive, nous essayons de faire en sorte d'intégrer des messages, d'autres messages dans cette manifestation-là. Et ça, c'est important. Pour nous, c'est un moyen de faire un appel à la population sur l'importance des activités sportives pour la santé. On sait que la Martinique est touchée par des maladies à très forte prévalence comme le diabète, l'hypertension. Aujourd'hui, on a l'obésité qui s'installe même chez les tout-petits. Cette année, nous faisons un liénage. Nous mettons ensemble, nous maillé, nous fusionné les personnes dites actives et puis les personnes en situation de handicap. Et pourquoi? Pour que nos différences s'ajoutent au lieu de se soustraire. Nous avons 2 associations, l'ADAPI et puis l'association AMPA des aveugles de la Martinique avec M. Jallier, père et fils. Donc ils sont une trentaine.
Ils sont en fauteuil roulant, ils marchent, ils sont en joëlette, ils sont accompagnés par leurs aidants bénévoles. Il y en a qui vont marcher le semi-marathon 21 km. Il y en a qui vont courir le Jouvet 800 mètres ou 4 km 5. Voilà pour ces réactions et on va parler un peu plus de ce marathon avec l'organisateur, coordinateur de l'événement. Bonsoir Jean-François Gault. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir d'abord sur le parcours, un parcours qui a été modifié cette année. Pourquoi ? Effectivement, du fait de l'arrivée du TCSP, donc il n'est plus possible d'ailleurs de faire de manifestations sur les routes du TCSP. Donc très naturellement, on a modifié le parcours, ça s'est fait au mois de juin 2017. Alors ce parcours, il sera plus situé sur le bas de Fort-de-France. Oui, effectivement, on a recentré un petit peu le parcours. Il y a deux boucles, une première boucle de 6 km, une deuxième de 15 km. Et donc on a plus recentré le semi-marathon qui fait 21 km 100 sur la ville basse de Fort-de-France. Alors il y aura deux compétitions, la compétition internationale où ils sont attendus notamment des compétiteurs de haut niveau, et puis la compétition réservée aux loisirs. Comment cela se présente ? Alors en fait, ça se présente, il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a un semi-marathon. Donc on parle de l'élite. Effectivement, il y en a qui, c'est leur sport, c'est leur discipline, ils sont en compétition. Et puis il y a une ferveur populaire qui se présente, et on ne veut surtout pas l'oublier, puisque la sécurité doit être mise pour tout le monde. Et puis il y a un autre aspect aussi, puisqu'on sait que le semi-marathon, c'est 21 km 100, et il y a le Jouvet-Champflore. Le Jouvet-Champflore, cette année, fait approximativement 4 km 500, un petit peu réduit, mais on a privilégié la sécurité des participants. On a entendu aussi les remarques faites les années précédentes. Ça veut dire que le Jouvet-Champflore va prendre un parcours parallèle plus ou moins à celui du semi-marathon pour que chacun puisse vivre cette 33e édition à sa façon, à son niveau, selon ses capacités. Alors vous l'avez dit, 33e édition. Depuis le début, comment ce marathon a réussi à s'ouvrir à l'international ? Est-ce que cette année, il y aura des noms, des pointures qui vont pouvoir participer à cet événement ? Alors en fait, ce n'est pas seulement uniquement cette année qu'il y a des pointures, il y en a effectivement depuis pas mal d'années. C'est pour ça que l'attrait du semi-marathon de la ville de Fort-de-France garde cette ferveur populaire. Maintenant, les athlètes qui doivent venir, effectivement, il y en aura moins que l'année dernière, moins que les années précédentes, il ne faut pas se le cacher, puisque chaque chose a un coût. Mais la qualité reste quand même très importante, puisque nous conservons la venue de 5-6 athlètes dans notre plateau d'élite, en sachant qu'on ne nous néglige surtout pas les athlètes régionaux, puisque nous avons de bons athlètes aussi en Martinique. Et puis nous avons aussi monsieur et madame tout le monde. On se souvient d'un certain monsieur Bizou qui était arrivé de Barbade, qui avait, je dirais, fait plaisir à toute la population. Ben, c'est ça aussi le semi-marathon. C'est-à-dire qu'il s'étend vraiment sur toute la Caraïbe. Et puis, comme on le dit, c'est un bal international, donc il s'étend à l'international, tout simplement. Alors les sportifs qui viennent de l'extérieur sont attendus d'ici quand, normalement ? Alors ils doivent arriver, ils vont arriver sur 2 jours. Ils vont arriver le jeudi soir et le vendredi soir. Maintenant, il y a une présentation des athlètes qui sera faite le samedi pour que chacun puisse les voir effectivement et les découvrir et puis les retrouver le dimanche matin départ 6h du semi-marathon. Alors il faut savoir que la participation est limitée pour les 2 courses à 2500 personnes. Est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire ? Il est encore temps de s'inscrire effectivement, puisque sur le site semi-martinique.com, jusqu'à lundi soir, nous avons augmenté d'1 jour pour que chacun puisse effectivement trouver le moyen, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas toujours évident, de s'inscrire par Internet. Et nous avons aussi étendu les possibilités d'inscription, puisque nous les faisons lundi 20 et mardi 21 à l'espace Nicole Zaré de Dillon, pour permettre tout type de paiement. Maintenant, nous privilégions essentiellement les inscriptions par Internet, puisque c'est aujourd'hui un gage de qualité qui est reconnu par la Fédération française de l'athlétisme pour les inscriptions, vu le label international. Jean-François Gault, coordinateur du semi-marathon de Fort-de-France, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Autre compétition sportive qui a commencé hier, le raid des Alizés, exclusivement réservé aux femmes. Aujourd'hui, José Le Chertier a suivi une équipe martiniquaise partie à l'assaut de la montagne Pelée. Regardez. C'est dur, mais on est fiers de nous en fait. On est super fiers de nous parce que jamais on pensait déjà arriver à la 5e place.
fatigant, mais on reste focalisé sur les gens qui sont devant et on se dit il ne faut pas les lâcher, il ne faut pas les lâcher. Comme a dit le coach Christophe Pina, on pense à sa famille qui va être fière derrière. Donc voilà, tous ceux qui ont travaillé pour nous, qui nous ont aidés, qui nous ont coachés. Il fallait vraiment creuser dans nos réserves pour aller au-delà de nous, quoi, en fait. Voilà. C'est excellent, il y en a pas mal, quoi. Ça fait juste chaud. C'est une partie de plaisir, ce truc. Une fois, pas plus, hein. Franchement, je suis fier d'elles. Elles ont bien bossé. Bon, elles ont bien bossé déjà tout le long de la préparation. Et puis là, je suis vraiment content parce que c'est les efforts qui aboutissent un petit peu. Donc c'est cool. Ça veut dire qu'on n'a pas travaillé pour rien. Voilà pour cet esprit d'équipe. Et puis on referme cette page sport comme tous les vendredis avec l'agenda sport signé Karel Chassol. Direction la mer pour débuter, les Gommiers seront à Lens-Allan dimanche. Ils disputeront à partir de 11h la première journée du championnat. Toujours dimanche, le plan de Shellshire servira de cadre à la deuxième étape de la Coupe de Martinique. Départ à partir de 9h30. Sport collectif en football, la 8e journée du championnat de Régional 1 débute ce soir 20h par 4 rencontres. New Star CS Casse-Pilote à Ducos, RC Saint-Joseph Émulation à Saint-Joseph, le choc Club Colonial Aiglon à Pierre-Aliquer et le Classico RC Rivière Pilote Club Franciscain à Ankami. Suite de cette journée demain 15h30 avec 2 rencontres et une clôturera cette 8e journée demain 19h. Chez les femmes, la 6e journée du championnat débute demain 15h30 par 2 rencontres. Elle se poursuivra à 19h avant de se refermer dimanche 15h30. Handball, demain au Palais des Sports de Rivière-Salée aura lieu la Super Coupe Retour. Chez les hommes largement battus à l'aller, Sainte-Anne-Cap 110 aura du mal à exister face à la jeunesse de Trois-Rivières demain 19h. Chez les femmes, vainqueur à l'aller, l'Arsenal devra confirmer à partir de 21h face à l'Étoile de Morne-à-l'eau. En basket masculin, la 5e journée du championnat de National 3 débute ce soir 20h par le match Wax Golden Lion au François. Elle se poursuivra demain 20h avec 3 rencontres, dont un alléchant SC Lamantinois USAC. Chez les femmes, toutes les rencontres auront lieu demain. À noter à 19h, un intéressant Gauloise Éclair. En volleyball, on joue la 6e journée du championnat d'excellence. Chez les femmes, un match est prévu demain 19h30 et 2 dimanche 9h. Chez les hommes, cette 6e journée débute ce soir 20h par le match Paul RCA au lycée de Torail à Rivière-Salée. Il y aura une rencontre demain 20h et une autre dimanche à partir de 10h. Sport en bref pour conclure, il y aura du tir à l'arc dimanche et du tennis de table ce soir et demain. Voilà pour le programme, toute l'actualité sportive à retrouver dans votre JT de demain et de dimanche. Pour l'heure, c'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Votre JT des communes dans le cadre de la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Je propose ce soir de faire une visite guidée de la blanchisserie de l'ADAPI installée au Lamentin. Le reportage d'Hubert Bornil. Durant cette semaine du handicap, l'occasion sera donnée d'expliquer et de montrer à la Martinique que les personnes souffrant de handicap peuvent tout naturellement avoir une activité professionnelle comme madame, monsieur, tout le monde. Ça se passe ici depuis quelques années et ma foi, ça se passe très bien, quoi. Depuis 2002, cette structure se consacre à l'embauche de personnes en situation de handicap. Devenue entreprise adaptée par la suite, le personnel travaille sous le régime des 37 heures. Nous avons une quarantaine de salariés qui doivent avoir une reconnaissance de travailleurs handicapés et une orientation en milieu ordinaire ou en entreprise adaptée. Cette reconnaissance, cette orientation est donnée par la MNPH.
La blanchisserie reçoit des linges en provenance d'hôpitaux et de maisons de retraite. L'activité est assez soutenue, mais pour ces salariés, le simple fait d'intégrer le monde du travail est très important. Ça fait 9 ans. 9 ans? Oui. Et qu'est-ce que tu fais? Ton travail, c'est quoi ici? C'est du repassage. Et puis, quand il n'y a rien de faire, un peu de pliage. C'est bien de travailler, tu es contente de travailler? Ah si, c'est génial. C'est à la maison, c'est pas agréable. Hein? Je fais le repassage, on envoie les draps, les nappes, les têtes d'oreiller. Et puis... C'est difficile comme travail? C'est dur, mais on est obligé de travailler. Pourtant, les choses ne sont pas simples pour cette entreprise, souvent confrontée à la réticence de certains clients. Il faut dire que notre société garde encore une certaine image des personnes handicapées. Juste dire et informer les gens sur le fait que les personnes en situation de handicap sont capables de fournir des prestations, notamment celles que nous fournissons, espace vert, blanchisserie, comme toute une autre entreprise professionnelle avec de la qualité et de la maîtrise. L'intégration des personnes en situation de handicap, un vrai sujet de société. Heureusement, les mentalités évoluent doucement, mais sûrement. Voilà, mais en tout cas, on l'a bien compris, on peut faire appel à ces personnels, d'autant plus que l'État propose des exonérations de charges pour l'emploi de ces personnes en situation de handicap. Voilà pour ce bel exemple pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Restez avec nous à suivre de votre tranche info. Antje Peya, présenté par Régine Germani. On se retrouve juste après. À tout à l'heure.